la nouvelle stratégie nationale ministérielle sport santé 2025-2030, en sachant qu'il y en a eu une première 2019-2024. Donc là, il y en a eu une nouvelle qui a été publiée en septembre 2025 et qui nous accompagne jusqu'à 2030. Donc le premier élément, c'est en fait des constats qui ont été faits par différents professionnels chargés de la stratégie nationale, qui a été co-construite avec les ministères chargés des sports et chargés de la santé. Donc les constats, c'est que la sédentarité progresse dans toutes les tranches d'âge de manière assez importante. Il y a une hausse des maladies chroniques avec des préoccupations de santé mentale qui sont notamment qui sont appuyées par des inégalités sociales et territoriales d'accès au sport santé. Voilà, ça c'est un constat qui a été fait avec un coût estimé de la sédentarité qui pèse dans le portefeuille du français de 140 milliards d'euros par an, et la sédentarité serait la cause de 38 000 décès imputables au manque d'activité physique et sportive. Le point suivant, c'est de vous rappeler quelles sont les grandes recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en termes d'activité physique. Pour les adultes, l'OMS recommande au moins 30 minutes d'activité physique modérée par jour, 5 jours par semaine, et on y rajoute 2 fois par semaine des activités de renforcement musculaire, d'assouplissement et d'équilibre. Et pour les enfants, l'OMS recommande au moins 1 heure d'activité physique par jour, dont 3 fois par semaine, des activités physiques intenses. Donc on entend par intensité modérée, ça correspond à des activités où il y a une légère augmentation du rythme cardiaque, un faible essoufflement, et on peut continuer à parler. L'intensité élevée, quant à elle, correspond à une augmentation plus importante du rythme cardiaque, un essoufflement élevé, et là, on a du mal à parler. Concrètement, le tir se situe plutôt dans l'intensité modérée et pas forcément dans l'intensité modérée et pas dans l'intensité élevée, mais ce qui en fait une activité sportive que l'on peut facilement intégrer et pour se rapprocher des recommandations de l'OMS. La stratégie nationale ministérielle, donc, elle a été élaborée. Voilà, elle a fait l'objet de pas mal de travaux. Donc, elle s'appuie sur, elle veut mettre en avant et elle veut faire en sorte que le mouvement soit un réflexe quotidien pour tous les Français. Elle a été articulée de manière plus lisible que la précédente, avec des facteurs plus opérationnels qui se déclinent en 12 actions et 5 objectifs. Je ne vais pas détailler les 12 actions, je vais détailler les 5 objectifs parce qu'il y a des actions qui sont transversales. Donc, elle porte sur l'accessibilité du sport pour le plus grand nombre, l'inclusion notamment sociale, la prévention. Elle souhaite que l'activité physique et sportive trouve un ancrage territorial. Et alors qu'avant, il y avait des marqueurs qui étaient un petit peu différents, là, clairement, la santé mentale devient le fil conducteur de la stratégie nationale sport santé. Vous vous souvenez sans doute qu'en 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques, la grande cause nationale, c'était le sport. On avait dit 30 minutes d'activité physique quotidienne. C'était assez lié on va dire, à l'événement des Jeux Olympiques. En 2025, il y a eu la grande cause nationale, c'était la santé mentale. Et là, vous vous dites, et en 2026, eh bien, on reprend la santé mentale comme grande cause nationale pour 2026. Sur cette stratégie nationale sport santé, les cibles sont une cible majeure pour la simple et bonne raison que 79% des adolescents de 11 à 17 ans ne suivent pas les recommandations d'activité physique de l'OMS. Le temps d'écran élevé est un indicateur qui est très préoccupant, très très préoccupant. L'autre priorité transversale de cette stratégie nationale, ce sont les femmes. Le niveau de pratique, et ça c'est des statistiques et des études qui l'ont donné, le niveau de pratique est inférieur à celui des hommes, quel que soit l'âge. Dès le plus jeune âge, la différence est observée, puisque
une jeune fille sur 5 ne respecte pas les recommandations d'activité physique entre 6 et 17 ans, contre un garçon sur 2. Et les écarts-là, de non-atteinte des recommandations de l'OMS, se maintiennent à l'âge adulte. Et il est très difficile, ça on le sait, on a parlé d'éducation, notamment par rapport aux conduites, comment dire, enfin, les piliers sommeil, alimentation. Voilà, ce sont des recommandations, des habitudes que l'on essaye d'inculquer dès le plus jeune âge parce qu'on sait qu'on va les retrouver à l'âge adulte. Et là, malheureusement, chez les jeunes filles, on n'atteint pas ces statistiques et on les retrouve à l'âge adulte et il n'y a pas d'inversion à l'âge adulte. Du coup, les 5 grands objectifs de cette stratégie nationale. Le premier, c'est de mettre en place des conditions d'une pratique d'activité physique accessible à tous, avec un maillage renforcé, en tout cas une politique en faveur des maisons sport santé. MSS, c'est maisons sport santé, c'est-à-dire qu'il y a à l'heure actuelle, il me semble qu'on était à 547 maisons sport santé au mois de septembre dernier. Donc, c'est de continuer à développer le réseau des maisons sport santé avec une identification d'un mois du sport santé qui, a priori, serait plutôt en septembre, avec des équipements ouverts. Et il y a notamment un texte qui a été publié au mois de septembre aussi pour permettre aux équipements rattachés à des établissements scolaires de pouvoir être utilisés par des associations sportives hors temps scolaire, parce que le soir, les établissements n'utilisent pas les gymnases. Et donc, il y a un texte qui a été publié pour justement permettre de la perméabilité entre les équipements sportifs qui sont au sein des établissements scolaires pour être utilisés par les associations sportives. Le deuxième grand objectif, c'est d'augmenter le niveau d'activité physique des jeunes à l'école et à l'université pour aller jusqu'aux 30 minutes par jour à l'école. Un soutien en direction des collèges et des lycées et d'orienter vers les maisons sport santé à l'université. Le troisième grand objectif, c'est de sensibiliser tous les acteurs et développer l'activité physique dans le monde professionnel. C'est-à-dire que l'activité physique dans le monde du travail, de le faire un petit peu plus, d'avoir un vecteur un petit peu plus orienté vers l'activité physique dans le monde du travail et sur les pauses possibles, enfin les pauses méridiennes. Donc avec le sport d'entreprise, mais aussi le sport en entreprise. Le quatrième grand objectif, c'est de prévenir la perte d'autonomie des personnes avançant en âge par le sport santé. Ça, c'est pour prévenir la perte d'autonomie. Et enfin, le dernier grand objectif, c'est de développer le recours à l'activité physique adaptée, qu'on appelle l'APA, à des fins thérapeutiques. Donc, d'intégrer l'APA dans le traitement des maladies chroniques avec un petit peu plus de possibilités d'aller vers du sport sur prescription. Concrètement, la mise en œuvre de cette stratégie nationale sport santé, il y a une gouvernance qui est interministérielle, qui est portée par les ministères de la Santé et des Sports. Il y a des déclinaisons régionales qui sont portées, elles, par les ARS, les agences régionales de santé et les DRAGES. Les maisons sport santé sont des pivots territoriaux et il y a quand même un maillage qui est un petit peu plus, qui normalement permet de trouver une maison sport santé dans un périmètre normalement assez proche de son domicile et avec des phénomènes de coopération des collectivités, des écoles, des entreprises, des structures de santé et notamment aussi du mouvement sportif. Et la collaboration du mouvement sportif se décline au niveau des fédérations jusqu'au club, en passant par les ligues et les comités départementaux. En termes de suivi et d'évaluation, il y a un suivi annuel prévu national et régional. Il est coordonné par les ministères en charge des sports et de la santé, en lien avec les ARS, les DRAGES et différents opérateurs. Les indicateurs qui vont être retenus, ce sont des labellisations, des formations, des conventions, des événements, du taux de prescription d'activité physique, du nombre de bénéficiaires des maisons sport santé qui sont donc accueillis au sein des maisons sport santé, avec un bilan intermédiaire qui est prévu en 2028 et un bilan final en 2030. Concrètement, j'ai pas parlé de la Fédération française de tir parce que à l'heure actuelle,
la déclinaison de cette stratégie au sein de la fédération, elle est en cours de construction et elle doit passer par différentes arcanes de validation. Donc, on est encore en train de construire un certain nombre de choses et c'est impossible à l'heure actuelle de pouvoir avancer des points particuliers. Mais sachez que cette stratégie, elle existe, c'est une stratégie nationale et qu'il y a des choses qui sont quand même de santé publique et pour lesquelles la fédération devrait pouvoir s'en emparer. Oui, alors la stratégie nationale par rapport aux maisons sport santé, c'est des habilitations maintenant. Au départ, c'était des labellisations, après c'est des habilitations, et ces maisons sport santé sont accompagnées financièrement et, et également humainement en matière de ressources humaines par le pôle ressources et par donc nous en région, les DRAGES et les ARS. Voilà, on fait des regroupements dans chaque région. Nous, par exemple, la semaine dernière, on avait organisé un regroupement des maisons sport santé. Voilà. Et ces maisons sport santé peuvent être des associations sportives, des collectivités, etc. Plein de structures. Voilà. Et comme tu le disais, vraiment, c'est vraiment ça, c'est essayer de faire un maillage territorial le plus pertinent possible. Même si la fédération, pour l'instant, n'a pas finalisé son travail sur le sport santé, rien n'empêche au niveau local que vous preniez contact avec des opérateurs qui sont à proximité de vos structures pour commencer à tisser des liens. Voilà, il n'y a rien qui vous en empêche. Est-ce qu'on arrive à... Là, vous avez dit, ça commence tout petit. Est-ce qu'on arrive à définir pourquoi les filles sont censées moins faire de sport tout petit? Alors, il y avait, je peux, vous savez, il y a 80, les petites communes, donc il y avait un terrain de foot et puis c'est tout, déroulé. Les filles n'étaient pas professionnelles de foot, hein, il faut le connaître. Ça s'est développé, mais maintenant, même plus d'infrastructures, mais on est toujours sur ce delta de différence entre un homme, un gamin, oui, homme, et un gamin fille, que moins de filles. Ouais. Est-ce qu'on arrive à définir, est-ce qu'on a été chercher la quoi de ce delta de différence? Bah, déjà, il y a un contexte historique, c'est-à-dire le sport, c'est issu de l'instruction militaire où il y avait que des hommes. Ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire que sociologiquement, c'est rentré comme ça dans les comment dire dans les habitudes, dans les pratiques. C'est pour la développer les types de sport. C'est de rajouter dans le tiers-temps. On est encore au niveau des polémiques dans un débat. Et si par exemple on prend l'équitation, l'équitation, il y a beaucoup plus de... L'équitation, il y a beaucoup de féminines. La gymnastique volontaire, il y a beaucoup de féminines. Donc, il y a des disciplines sportives où on va retrouver des féminines. Maintenant, il y a... voilà, c'est des données sociologiques. C'est les habitudes d'éducation, elles mettent énormément de temps avant d'évoluer. Il y a aussi un rapport au corps avec la femme qui va être différent du rapport au corps avec le garçon. Donc, c'est pas toujours simple. On va parler aussi très crûment. Une jeune fille qui a ses règles, pratiquer du sport, ça peut être compliqué. Et ça, il y a 20 ans, c'était un énorme tabou. On commence à parler de ça. Donc, il faut que chacun on progresse, tous les uns les autres. Parler des règles, ben, ça fait partie de la vie. Il faut que ce soit intégré dans les pratiques, mais ça va mettre du temps avant d'être intégré. Et si je reprends l'exemple du tir, on a une population plutôt de personnes au-delà de 50 ans qui ont eu ces schémas-là dans leur éducation. Donc, on a aussi ce travail d'information, de formation, de conviction à faire. Et en ayant un encadrement bénévole, féminin, je pense que ça va développer l'accès féminin. On y travaille. Mais c'est une analyse que vous faites. Il y a d'autres disciplines. Je prends le rugby, enfin le rugby féminin et aussi ils ont commencé à travailler, mais l'évolution, elle est toujours très lente, très lente. Et même sans parler des milieux urbains dans les cours d'école. Dans les cours d'école, pendant très longtemps, ont été phagocytés par les garçons qui jouaient au foot et les filles, elles avaient un tout petit espace.
Donc voilà, il faut que les choses évoluent. Je pense en ayant un encadrement féminin, ça va peut-être aborder dans les clubs, hein, tu parles. C'est vraiment une conclusion qu'on a déjà pu analyser. Oui. C'est qu'on se rend compte que les clubs qui accueillent beaucoup de féminines sont souvent encadrés par des féminines, surtout au niveau des écoles de tir. Mais donc, c'est aussi, après, il y a beaucoup d'éléments, mais il y a aussi la communication de notre image qui est hyper importante aussi. Sur ce point-là, on a fait une campagne justement à la fédération sur les dirigeantes pendant l'année dernière, il y a 2 ans, pour mettre en valeur des dirigeantes et des sportifs. Parce qu'on se rend compte que c'est sur cette image-là qu'on peut jouer aussi. Le sport, enfin, le tir sportif a une image depuis longtemps. C'est plus des hommes qui pratiquent. Et on se rend compte qu'en mettant en valeur les femmes, elles viennent à ce sport, surtout dans les disciplines olympiques. Pour l'instant, ça marche beaucoup. Au niveau des écoles de tir, ça commence à marcher. Et c'est aussi de ce côté-là qu'on peut fonctionner pour pouvoir faire venir les femmes. Juste un petit truc, je pense que le fait aussi de le développement de la pratique non compétitive, c'est surtout ce phénomène-là aussi qui apporte la pratique féminine, et toutes les fédérations se sont retrouvées à un moment donné en perte de licence, et le fait d'accueillir et de former des entraîneurs et de former des athlètes sur du loisir dans le féminin leur apportait des licences. Donc c'est pour ça que les fédérations se sont investies là-dessus. Mais c'est un dispositif, une thématique qui est développée et qui a un accent fort du ministère depuis des décennies. Et on bouge pas les choses comme ça. Donc voilà, faut le temps, et c'est ce qu'on disait. Tu as parlé des 30 minutes d'APQ. Alors, 30 minutes d'APQ, faut le voir comme le jardinage, ça en fait partie. C'est activité physique. Les gens pensent sport, mais c'est activité physique, c'est ménage, et c'est pas 30 minutes obligatoirement d'affilée. Vous avez un coup de fil, vous êtes au boulot, eh ben, vous marchez 10 minutes. Ça peut être fractionné. Ça peut être 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Faut pas prendre ça en 30 minutes fermé sur 30 minutes de sport. Voilà. Et il y a aussi la sédentarité, dont il faut vraiment se méfier. La sédentarité, c'est être assis ou allongé plus de 8 heures par jour. Et quand on a les métiers qu'on a au jour d'aujourd'hui, ben, faut se méfier, et il faudrait se lever un petit coup de temps en temps, régulièrement, toutes les heures, et ne pas rester assis. Hors temps de sommeil, hein, je parle allongé, hors temps de sommeil. Voilà. La sieste compte dans le sommeil. Une petite question. Oui. On nous pose la question de savoir si la FF Tir, du coup, met en place des supports de communication à destination des clubs sur, par exemple, l'hygiène de vie saine, la féminisation. Alors, Des choses qui ont été faites surtout pour l'instant, sur la préparation à un événement, sur l'échauffement notamment. Après, on transmet justement tout ce qui est, pour l'instant, les plans ministériels qui a été fait en 2019 et 2024. Et comme l'a dit Marie tout à l'heure, c'est qu'on est en train de travailler sur la politique fédérale sur les 5 ans à venir. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il y a beaucoup de priorités aussi au niveau des thématiques. Donc, c'est un travail qui est en train d'être fait, et il y a forcément une communication qui sera faite sur l'Olympiade à venir, sur ce genre de choses. voilà, faut pas être trop, on peut pas tout faire d'un coup. Donc, on est obligé de prioriser un certain nombre de choses. Mais soyez convaincus de notre volonté d'arriver à un certain nombre d'objectifs et d'atteindre un certain nombre d'objectifs, et notamment d'être un peu plus axé sur le sport santé, puisqu'on a la chance de faire une activité qui s'adresse à tout le monde et où il y a quand même très peu de contre-indications à la pratique. C'est important justement de bien communiquer auprès de tous les publics que l'on a. Comme on l'a dit, on a des loisirs, on a des compétiteurs de très haut niveau, on a des très jeunes, des très anciens. Donc, il ne faut pas oublier tout ce panel, et donc la communication doit être bien réfléchie pour pouvoir toucher à tout le monde. Et on sait aussi justement qu'on a un sport qui est très accessible, donc qui va permettre justement de lutter contre la sédentarité assez facilement par rapport à d'autres sports où il faut des conditions physiques un petit peu plus avancées pour pouvoir pratiquer. Nous, on sait qu'on peut y venir, mais après, c'est à nous de bien réfléchir à notre communication là-dessus. On parlait des féminines notamment. Il y a beaucoup de freins, on est très loin des pourcentages de certains sports, mais on sait aussi qu'on a un frein qui saute par rapport à beaucoup de sports. On peut presque comparer les résultats. Il y a beaucoup de sports qui n'ont pas cette visibilité parce qu'on va dire, ah, mais les hommes jouent mieux que les femmes, c'est pour ça qu'elles sont mises en avant. Nous, on voit bien les résultats, on a déjà un frein en moins. Donc, on sait qu'on peut réfléchir à pousser dans le sens-là.